présentation thématique comme ça, intéressante pour différents secteurs d'activité. Alors, je vais essayer de relever ce défi-là du mieux que je peux. Effectivement, comme disait Mylène, je ne suis pas un spécialiste de la géomatique, mais je suis un spécialiste en agronomie qui a cherché depuis 15 ans, 18 ans, à intégrer toutes les capacités, toutes les possibilités le plus possible de la géomatique dans la pratique agricole, dans la pratique agronomique, puis à aider à la diffuser finalement à d'autres conseillers qui ont besoin aussi de ces données-là, de ces éléments-là. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est faire un portrait de la géomatique agricole. Premièrement, il y a différents angles qu'on pourrait dire là, pour voir un peu l'évolution, différents points de vue au niveau agricole par rapport à l'évolution de la géomatique. Par exemple, les entreprises qui offrent des services vont avoir un point de vue qui va être correct, disons, plus axé sur ce qu'eux perçoivent, ce qu'eux distribuent comme service, qu'est-ce qu'ils voient comme évolution. De leur côté, les technologies qui selon eux, ont plus de possibilités, de potentiel, mais aussi les conseillers agricoles vont avoir un autre point de vue, une autre formation, d'autres besoins. Et les producteurs agricoles également vont avoir un autre point de vue, ils vont allumer à d'autres fonctionnalités qui vont être différentes que les autres clientèles. Également, les étudiants en agriculture, de plus en plus, sont amenés à utiliser ça, à intégrer ça dans leur processus d'apprentissage, de formation. Et aussi, tout le monde de la recherche, bien, c'est également un point de vue qui est différent, qui est à la fine pointe un peu des possibilités. Les chercheurs, le milieu de la recherche a eu accès plus tôt à une foule d'informations, à une foule de possibilités, et à ce moment-là, eux aussi ont une vision un peu unique. Alors, je vais essayer quand même d'intégrer différents éléments, même si c'est quand même un défi. Chacun a son point de vue, a son regard. Puis aussi, je voulais en profiter pour avoir un certain regard dans le temps, c'est-à-dire qu'on est en 2019 à un point d'évolution de la technologie, de la géomatique, tout ça, de regarder un petit peu en arrière d'où on vient en termes de... il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau technologique, et aussi d'essayer d'un peu voir où on est présentement, puis quelles sont les pistes un peu de perspectives d'avenir qui pointent, là, qui sont plus prometteurs également. Fait que c'est un peu ces deux axes-là que je voulais aborder dans ma présentation. Fait que tout d'abord, je voulais un peu illustrer des développements que le milieu agricole a eu depuis 15 ans pour l'utilisation de la géomatique. Un regard aussi sur la situation actuelle et également les perspectives futures. On va prendre quelques exemples pour illustrer un peu le chemin parcouru. Le mesurage de superficie dans les années 2000, 2002, 2004, bien souvent c'était ça, l'outil utilisé pour mesurer un champ agricole. Alors, ça prenait beaucoup de temps pour faire le tour d'une parcelle agricole, mais il y a des milliers de parcelles agricoles au Québec qui ont été faites de cette façon-là pour avoir une mesure de superficie. Évidemment, maintenant, bien, on a le mesurage, puis c'est d'ailleurs une des fonctions qui a été développée, qui a été mise à profit rapidement, c'est le mesurage assisté par ordinateur avec des orthophotos corrigées, etc. Par exemple, les conseillers, il y a 15-20 ans, pour trouver la série de sol d'un champ, bien, ils prenaient la carte papier, souvent qui est à leur disposition, puis ils essayaient de figurer où se plaçait le champ qui cherchait à connaître, au fond, les types de séries de sol. Maintenant, évidemment, c'est facile, on superpose des couches et hop, on a exactement le bon endroit, le bon recoupement, puis on va savoir exactement, sans trop d'erreurs, le résultat de la série de sol. Localisation puis délimitation des terrains aussi. On avait le vieux cadastre qui était très imprécis, très approximatif, des divisions très inégales. Maintenant, on a un cadastre rénové presque sur une très grande partie du Québec. Fait qu'on a une très grande amélioration de tout ça au niveau de la segmentation des terres, tout ça. C'est des genres d'avancement que finalement, on oublie vite qu'on n'avait pas ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans. Un autre élément, on a parlé du relief des parcelles agricoles. Il n'y a pas si longtemps, on avait seulement des courbes de niveau 10 mètres.
Maintenant, évidemment, on a des relevés d'élévation super précis avec des courbes de niveau de 10, 50, 10, 20, 50 cm, une connaissance très fine du relief. Ça aussi, on ne l'a pas toujours eu. On ne l'avait pas il y a 15 ans. Puis, ce qui est important de réaliser, c'est que la pratique agronomique, au fond, elle prend du temps à s'adapter par rapport à ces nouvelles informations-là. Au niveau de la formation aussi, comment ça s'intègre dans la formation des agronomes, des producteurs agricoles. Ça prend un temps avant d'influencer les façons de faire puis d'influencer le milieu au complet. Un autre exemple aussi qui peut illustrer quand même assez bien, quand on parle de plan de nivellement laser, voici un exemple, c'est quoi ça avait de l'air en 1988. Alors, on avait de l'arpentage qui était fait au champ avec un point à tous les 20 mètres qui était saisi, avec des gens qui allaient au champ puis qui faisaient ça à la lunette, puis qui faisaient un plan papier, puis qu'ensuite, il y avait des pentes qui étaient faites, qui étaient déterminées de façon plus ou moins précise. Il n'y avait pas moyen non plus de déterminer des points d'équilibre là, pour le remblayage, le déblai-remblai. Alors, ça, c'est ça qui est l'ancêtre des plans de nivellement. Maintenant, dans les années 2007, on avait des logiciels qui sont arrivés, puis que là, à ce moment-là, on a commencé à faire du travail beaucoup plus intéressant, surtout au début pour la planification de nivellement laser, à partir de relevés d'élévation qui étaient faits sur le terrain de façon beaucoup plus dense et intéressante. Puis, on avait ensuite l'exécution des travaux qui pouvaient se faire, qui pouvaient s'exécuter avec, entre autres, au début, surtout l'approche laser. Maintenant, au niveau des plans de nivellement, au fond, on était au début avec des logiciels de planification qui étaient difficiles à opérer avec des approches vectorielles qui étaient quand même assez lourdes. Puis, avec le temps, il y a des logiciels de planification beaucoup plus performants pour faire une approche de planification GPS qui minimise un peu les déplacements de terre, qui minimise le temps aussi de travail, puis qui est capable de faire un peu, de créer des pentes qui vont être continues, mais qui vont être très fluctuantes dans toutes les directions pour éviter de garder des cuvettes à l'intérieur des champs. Puis à ce moment-là, on a des produits qui sont très performants. Puis à ce moment-là, le tracteur va avoir sa planification dans un seul bloc enregistré dans l'ordinateur de bord, puis il part, puis il fait les travaux là, avec tous les appareillages, le GPS RTK, le moniteur de bord, tout se fait assez rondement, tandis que la planification laser, il fallait faire des segmentations, il fallait diviser des sections. L'approche GPS est maintenant beaucoup plus populaire à cause de la simplicité pour les opérateurs. Également, quand on parle d'imagerie disponible à grande échelle au niveau de la Montérégie-Est, par exemple, c'est quand même assez récent, ça aussi. On l'oublie facilement. Nous, le premier produit qu'on a eu à grande superficie, c'était les orthophotos 2000. On a eu ça autour des années 2002-2003. Puis justement, avec Géomont, on avait travaillé beaucoup à au moins rendre ce produit-là disponible à tous les clubs en Montérégie, puis que ça avait été un des premiers projets, au fond, de partenariat du MAPAC, des MRC, des clubs pour accéder à ça de façon collective. Il y avait 50 organismes qui ont fait un montage d'acquisition en commun. Puis par la suite, ça permettait quand même un produit qui était intéressant, mais peu précis. Par la suite, il y a eu les orthophotos 2006. Et là, on commençait à avoir des choses au niveau diagnostic qui commençaient à être plus intéressants. Également, les orthophotos 2009, des photos d'été qui montrent des phénomènes également. On voit, par exemple, là, dans certains cas, des zones moins productives qui se révélaient par rapport à d'autres champs voisins qui pouvaient être quand même en bon état. Fait que ça amène une réflexion diagnostique au niveau agronomique qui peut être drôlement intéressante. Et plus ça va, plus les produits se sont raffinés puis ont permis des analyses un peu plus poussées au niveau des parcelles agricoles.
Puis maintenant, évidemment, on a, depuis 2009, beaucoup d'images satellites de qualité dans Google Earth. Fait que ça amène ça des possibilités d'interprétation agronomique qui s'améliorent. Un exemple de ce qu'on voit comme phénomène, par exemple, quand on parle de problèmes d'égouttement ou de problèmes d'érosion, c'est des photos qui permettent de voir, par exemple, les zones mal égoutées au niveau d'images de printemps et aussi les zones de ravinement au champ. Nous, on a depuis 10-15 ans un programme de subvention qui s'appelle le Prime Vert qui cible justement ce genre de secteur-là qui a beaucoup de pertes de sol qui s'en va dans les cours d'eau. Fait qu'il y a eu plusieurs millions de dollars de mis dans des solutions à ce genre de problème-là depuis une dizaine d'années. Également, ça mène à des réflexions au niveau agronomique, comme on a ici une photo d'été 2009. On voit que c'est une année où il y avait eu beaucoup de pluie en juillet. Alors, cette photo-là a été prise au mois d'août, au fond, après une période assez pluvieuse. Et on voit ici les délimitations de type de sol. Et on a d'un côté du cours d'eau un producteur qui avait des pratiques différentes du producteur de l'autre côté et qui s'en est beaucoup mieux sorti, même si on parle de 2 cultures de maïs. Il y a un producteur qui trouvait une façon de beaucoup mieux s'en tirer avec une année difficile comme ça. Fait que, à ce moment-là, ça permet ça de poser des questions, d'aller sur le terrain, de poser des hypothèses, puis de voir est-ce que, par exemple, si on ne serait pas dans un champ qui serait affecté par de la compaction des sols, parce que les endroits qui poussent le mieux sont directement au-dessus des drains souterrains. Fait que la fente qui a été créée lorsqu'on a posé le drain souterrain, c'est la seule zone qui reste productive à pleine capacité. Fait que qu'est-ce qui se passe à côté? Il faut, ça nous permet de poser des questions, puis d'aller plus loin, puis d'aller voir aux bonnes places qu'est-ce qui se passe. Aussi, depuis 15 ans, on a trouvé aussi qu'il y avait un intérêt à regarder davantage en arrière. Au ministère de l'Agriculture, on avait fait un projet pour justement valoriser des vieilles photos. Au niveau de la Montérégie-Est, on avait une collection de photos de 1964, puis on s'apercevait qu'en exploitant ça, en mettant ça en valeur, au fond, on découvre un paquet de modifications du territoire qui expliquent souvent des phénomènes actuels de qu'est-ce qui se passe en termes de ruissellement, en termes de gestion des sols puis des cultures. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui était existant, mais dans des boîtes, là, c'est pas tentant d'aller chercher, de prendre une demi-heure pour chercher une photo qui pourrait peut-être nous dire de l'information sur notre champ. Quand c'est facile d'accès puis c'est déjà prêt à utiliser, on l'utilise beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus à meilleur escient. Également, ce qu'on a vu depuis 15 ans, c'est l'avenue des capteurs de rendement. Puis, il y a plusieurs choses qui peuvent être constatées avec cet outil-là. C'est un outil qui, au niveau des producteurs agricoles, des conseillers agricoles, ça permet de localiser puis de quantifier les zones de fort et de faible rendement et de valider un paquet d'éléments. Par exemple, ici, on a superposé les données, les points de capteurs de rendement sur une photo d'été de 2009. Alors, le capteur de rendement date de 2009 aussi. Puis on voit vraiment que dans la section vert pâle, ça correspond à une zone très, très faible en rendement et la section vert foncé, ça correspond à un bon rendement à cette époque-là. Fait que ça nous confirme un peu que dans bien des cas, ces phénomènes-là visibles, au fond, ça se traduit ça en rendement plus fort ou plus faible. Également, c'est un très bon outil pour tester des pratiques ou des variétés différentes. Fait que c'est encore une fois une évolution qui a eu lieu depuis 15 ans, qui a un potentiel très, très intéressant, mais qui reste à être exploité là, à fond, là, parce que souvent les producteurs manquent de temps, les conseillers manquent de temps, etc. On a ici un exemple de carte de rendement par GPS pluriannuelle. Effectivement, là, si on peut, avec ça, déterminer, localiser puis caractériser les zones de faible rendement, puis essayer de voir, y a-t-il quelque chose qu'on peut déterminer dans ces zones-là
au fond, si au fond, il y a des améliorations qui sont possibles, bien, ça peut être très avantageux. Également, depuis 15 ans, ce qu'on a vu aussi sur le terrain, c'est des offres pour procéder à de l'échantillonnage des sols par GPS avec une grille une analyse par hectare. Alors, il y a beaucoup de producteurs qui ont essayé ça, puis qui ont essayé d'explorer de ce côté-là, parce que traditionnellement, il y a un échantillon qui est pris, qui a une quinzaine de carottes qui va être pris dans une parcelle, qui va être envoyé au laboratoire, puis on a un seul résultat qui va supposément montrer la valeur pour l'ensemble du champ. Alors, cette idée-là, c'est d'avoir un peu une segmentation beaucoup plus fine de la variabilité à l'intérieur du champ. Fait que ça, il y a aussi du potentiel de ce côté-là. C'est une image là, tirée de Thomas Morier qui est ici aujourd'hui. Là. Alors, c'est ça. Au fond, par exemple, une des applications que ça nous donne maintenant, c'est la possibilité de localiser des zones pour l'épandage de chaux. Plutôt que d'épandre de la chaux sur un résultat moyen sur l'ensemble de la parcelle, bien, on va cibler vraiment les zones qui en ont le plus besoin, qui en ont vraiment besoin. Et puis qu'à ce moment-là, on va économiser des coûts puis on va être plus efficace au niveau agronomique. Là, au niveau, au fond, fait que ça, ça nous montre un peu les avancées des 15 dernières années. J'ai aussi des données qui montrent ici, c'est un sondage qui vient des États-Unis, qui a été réalisé en 2017. C'est la perception des détaillants d'intrants agricoles par rapport aux producteurs agricoles, puis le degré d'avancement de différentes technologies. Fait que, par exemple, on a la technologie de l'autoguidage. Si on regarde, le dernier point, c'est la projection de ce qui est anticipé pour 2020. Fait qu'on peut peut-être plus regarder le réel de 2017. Par exemple, en 2017, il est estimé qu'il y a 60 % des entreprises agricoles qui ont les technologies d'autoguidage dans leurs tracteurs. Fait que ça, il y a un GPS forcément qui est rattaché à ça. Puis c'est une des technologies qui s'est le plus adaptée, entre autres, pour améliorer la qualité de vie puis la précision d'opération du tracteur. Il y a des avantages bien importants que les producteurs donnent à ça. Quand on parle d'échantillonnage des sols par zone ou par grille, mais on parle de 45 % d'adoption. Au niveau des capteurs de rendement avec GPS, on est à 43 % Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que le portrait au Québec devrait se ressembler quand même passablement, peut-être pas, en tout cas, au niveau relatif, ou à tout le moins. Là, je pense que ma perception, c'est que c'est un portrait qui doit se ressembler. Fait que beaucoup de producteurs, ça ne veut pas dire que 43 % des producteurs exploitent bien ces données-là, mais il y en a beaucoup qui ont accès à ces données-là potentiellement pour faire du diagnostic. Au niveau de l'utilisation d'imagerie aérienne ou satellitaire, on voit que 19 % des entreprises utilisent ces produits-là. L'imagerie par drone était à 6 % seulement en 2017. Les cartes de conductivité électrique des sols, 9 % et puis les senseurs pour gestion de l'azote, 3 %. Fait qu'on voit qu'il y a toute une palette de technologies qui sont rendues à des niveaux de maturité différents, mais on voit qu'ils vont tous dans une direction, au fond, vers un accroissement des technologies à la ferme. Ou presque, là, parce qu'il y en a peut-être qui commencent à stagner. Là. Également, ce qu'il faut penser, c'est que l'offre de services des entreprises privées aux entreprises agricoles est de plus en plus étendue. Qu'on parle de plans de nivelage par GPS, de plans de drainage souterrain par GPS, d'échantillonnage de sol par GPS ou par zone, de cartes de rendement multi-années, d'indicateurs de biomasse par imagerie satellite, de recommandations puis d'épandage de chaux et d'engrais à taux variable. Tu sais, c'est beau d'avoir une carte qu'on peut contempler, mais si on ne peut rien faire pour intervenir sur des zones seulement, ça prend des équipements qui ont les capteurs qu'il faut pour être facile à opérer. Fait que c'est tous des exemples de services qui sont de plus en plus offerts au niveau des entreprises agricoles. Puis qu'on a des équipements de pointe qui permettent le contrôle des sections de rampe, qui
permettant, entre autres, la réduction des pesticides. D'ailleurs, il y a des équipements qui sont subventionnables par le programme Prime Vert. De l'autopilotage qui permet de l'augmentation de l'efficacité, de meilleure uniformité au champ, diminution de la consommation de diesel, diminution de réduction de gaz à effet de serre. La circulation contrôlée, ça peut être intéressant pour réduire les problèmes de compaction. Désherbage mécanique guidé par système de caméra. Alors, la situation actuelle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de logiciels disponibles qui sont de plus en plus nombreux et performants. Je vais passer vite. Des carnets de champs électroniques, des logiciels sur moniteur embarqués, des systèmes d'information géographique, des logiciels spécialisés, nivelage, drainage, gestion de données. Et les données gratuites sont de plus en plus nombreuses et fiables. Les modèles de terrain, on en a vu plus tôt aujourd'hui, du LiDAR, des bases de données des parcelles, des autres couches et des données payantes également. Il y a aussi des applications web en ligne qui permettent le visionnement gratuit de données avec des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, Google Earth, Demeter, une application du CPETAC, et aussi Infosol, on en a parlé un petit peu plus tôt, un projet de Géomont qui a été soutenu par le MAPAC, qui est une mine d'or d'information. J'ai quelques exemples un peu de l'application. C'est qu'au fond, c'est un visionneur géospatial qui permet à l'utilisateur d'accéder gratuitement à beaucoup de données. Au fond, il y a un ensemble de couches thématiques, le regroupement d'informations par thème qui contient des couches variées. Par exemple, en MontéréJS, on a 55 couches de base différentes réparties en 11 thèmes. Et comme on l'a dit plus tôt, en mars 2019, il y avait plus de 13 000 utilisateurs inscrits. Alors, quelques exemples là, de données vraiment importantes qui ont été stockées sur ce site-là. Nous, par exemple, on a des plans de drainage numériques. Juste pour la MontéréJS, on en a plus de 5 000. Et chaque infrastructure, habituellement, un système de drainage souterrain, c'est une infrastructure qui vaut peut-être 25 000 à 50 000 qui est invisible. Et la seule façon de savoir, d'en connaître bien les caractéristiques, c'est de garder le plan de drainage. Souvent, lorsque les terres sont vendues, sont revendues, le plan se perd. Et puis, si on veut faire des corrections, des retouches, bien, il faut retourner avec le plan. Fait qu'on est très fiers de ce produit-là qui est intégré dans Infosol, qui est accessible pour les producteurs agricoles, puis qui est très apprécié d'ailleurs. On a également l'accès à un relief de précision qui est facilité par l'application Infosol, avec un ensemble de couches qui permettent pour l'utilisateur de voir le relief, des courbes de niveau, des tracés d'écoulement, les cuvettes et les profils d'élévation qui peuvent être tracés n'importe où sur le territoire, où ce qu'on a une donnée LiDAR de base. Également, il y a une application qui permet de faire la délimitation automatisée de petits bassins versants. Fait que ça, c'est quand même aussi un outil assez apprécié et intéressant pour les utilisateurs spécialisés. Alors, la recherche dans le domaine de l'agriculture de précision est importante pour faire avancer différentes technologies. On a besoin de formation au niveau des conseillers, des producteurs agricoles. Et ça va être important d'outiller les conseillers pour qu'ils puissent effectuer des recommandations efficaces aux producteurs. Mais ça n'enlève pas que ça reste important pour des agronomes, des producteurs agricoles, d'aller valider sur le terrain les phénomènes qu'on voit dans les sols, de faire des profils, de faire des observations terrain. On ne peut pas non plus exclure ça. Bon, les perspectives futures, le temps va être serré un petit peu. Bon, est-ce qu'on pense qu'au fond, il faut y aller, revenir à un échantillonnage par parcelle, par zone de gestion, par grille? Moi, je pense que ce qui va prédominer dans le futur, ça va être beaucoup des zones de gestion qui permettent, au fond, qui vont tenir en compte différents facteurs, le relief, les couleurs de sol à nu, les photos d'été. Parce qu'on a, par exemple, ici un exemple où les limites des séries de sol correspondent
assez bien au niveau des teintes avec les teintes de photos de printemps. Fait que souvent, on aurait intérêt à segmenter l'échantillonnage de sol en 2, 3, 4 zones pour une parcelle, puis à traiter différemment chaque zone. Souvent, dans la même parcelle, on a du sable, de l'argile, puis ils n'ont pas du tout la même signature chimique. Bon, c'est ça. Au fond, les perspectives futures, bien, on aura de l'imagerie de plus en plus accessible, avec de meilleure qualité, des capteurs intégrés à meilleur coût, des technologies de reconnaissance des mauvaises herbes et autres ravageurs. Mais il y aura besoin d'adapter les outils pour un accès mobile, téléphone intelligent, tablette, connecté à l'Internet, puis à des services nuagiques. Ça prend aussi, il faut valider les algorithmes qu'on utilise comme aide à décision. Tous les éléments d'intelligence artificielle, il faut que ça soit bien validé. Aussi, l'automatisation puis la robotisation. Bien, il y a des problèmes de main-d'œuvre en agriculture. La taille des machineries aussi est problématique pour la compaction des sols. Fait que ça va pousser ça vers l'automatisation. Puis certains chercheurs développent beaucoup de ce côté-là, des machineries légères puis des tracteurs autonomes. Peut-être que ça va aboutir d'ici 5-10 ans, par exemple. Puis ça peut être aussi une opportunité pour penser à de la robotisation électrifiée, qui aurait aussi des effets bénéfiques pour la réduction des gaz à effet de serre et d'autres éléments. On a ici un extrait d'article de la Terre de chez nous. Un entrepreneur du Québec développe un robot électrique et intelligent. Fait que c'est sûr, c'est un premier prototype, mais ça s'en vient. Il y a beaucoup de chercheurs à travers le monde qui travaillent dans ce sens-là. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand on parle de drones, quand on parle de machinerie robotisée, des tracteurs électriques, tout ça, il y a des tendances lourdes. Et entre autres, le coût des batteries lithium-ion est vraiment à la baisse. Fait que ça va vraiment dans la direction d'une disponibilité d'un coût de plus en plus abordable. Ça va faciliter la démocratisation de ces équipements-là, de ces machineries-là. Mais il y a des enjeux futurs. Au fond, c'est la réglementation au niveau des drones, puis justement, quand on parle de machinerie autonome, l'adaptation de la main-d'œuvre du milieu agricole aux nouvelles technologies. C'est ça, ça prend de la formation, puis des capacités, la capacité de gérer ça autrement. Aussi d'être capable que les systèmes soient interopérables, puis que les données soient accessibles aussi. On a beau avoir les meilleurs satellites, à prendre des images satellites, si personne n'y a accès, bien, ça n'aide pas à prendre des bonnes décisions. Alors, conclusion, l'interprétation agronomique des différentes couches d'information requiert une expertise, puis cette expertise se développe avec la formation puis l'utilisation. Il faut y consacrer du temps, pas seulement acheter des données et de l'équipement. Ça, c'est important. Puis les producteurs agricoles, les conseillers agricoles et les chercheurs vont progresser, mais par essai-erreur. Il faut se permettre d'explorer sans se ruiner. Les conseillers agricoles qui intègrent efficacement les outils géomatiques en agriculture vont être recherchés, puis au fond, leurs conseils vont être précieux pour les producteurs. Mais par contre, il reste beaucoup de mise au point à faire au niveau de la recherche, au niveau du développement de modèles prédictifs qui vont plus loin, au niveau de la gestion de l'azote, au niveau du risque de maladie, puis de la présence de ravageurs. J'espère que ça vous a fait faire un tour d'horizon assez synthétisé de la géomatique en agriculture, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient se dire également. C'est un sujet assez vaste. Merci.